savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Merci de venir assister à une autre émission de En 60 minutes. Cette semaine, notre invité, c'est un Québécois, un politicien indépendantiste, un républicain, un nationaliste et un démocrate tel qu'il l'écrit dans son profil Twitter. Il est père de 2 adolescents et enseigne en éducation physique à la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. Candidat bloquiste, mais défait dans la rivière des Mille-Îles en 2015, il se présente à la chefferie du Bloc québécois. Une campagne en bonne et due forme ayant été écartée et l'élection ayant été devancée de 30 jours, il a pu recueillir les 1000 signatures réglementaires dans 25 circonscriptions différentes pour officialiser sa candidature avant la date butoir. Il est apparu clairement impossible de posséder ces 1000 signatures réglementaires. Il a dû déclarer forfait le 13 mars 2017 afin de pouvoir participer au scrutin pour être le nouveau chef du Bloc québécois. Mais le 13 mars, il laissait la voie libre à Martine Ouellette et à ce qui a davantage ressemblé à un couronnement qu'à une élection. Comme l'ont déploré de nombreux membres du Bloc québécois et observateurs indépendants, c'est ce qui était sur plusieurs lèvres avant et après l'élection comme chef au Bloc québécois. Auteur de nombreux articles dans le Huffington Post Québec ainsi que la plateforme Vigile.Québec, dont un le 20 janvier 2014, qu'il avait écrit en collaboration avec Pierre Norris et qui s'intitule « Sous commandement unique ». Il adresse la lourde et pénible question de la pertinence du Bloc québécois à Ottawa, qui est soulevée par certains indépendantistes qui croient que le Bloc nuit à la cause. Il y a bel et bien des questions à se poser en ce qui trait au Bloc québécois, mais elles relèvent moins de son existence que de la place qu'il doit avoir dans les troupes indépendantistes. Cette semaine, notre invité, Félix Pinel, en 60 minutes, avec Céline Lebel et Philippe Pinel. Merci d'avoir accepté notre invitation, Félix Pinel. Mais c'est moi qui vous remercie, Madame Lebel. On brise la glace. Le Bloc québécois, vous vous êtes présenté à la chefferie. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez. En fait, on va rectifier les faits. J'ai essayé de me présenter à la chefferie parce que malheureusement, j'ai pas réussi à remettre un bulletin de mise en candidature portant 1000 signatures de membres en règle. Donc, j'ai bien. Et pour quelle raison? Écoutez, malheureusement, les positions qui avaient été adoptées par le Conseil national faisaient en sorte que la tâche était vraiment difficile à réaliser, surtout qu'on n'avait pas accès aux listes de membres. Et puis, c'était des membres en règle qu'il fallait faire signer. Et au moment où ces règles-là ont été adoptées, je croyais que c'était quand même jouable, parce que je me disais qu'en une trentaine de jours, on pouvait réussir à faire adhérer des nouveaux membres, donc à la hauteur de 1000 membres, et pouvoir déposer un bulletin de mise en candidature valide. Toutefois, le président d'élection du Bloc québécois a décidé d'interpréter les statuts d'une façon à ce que la possibilité de faire adhérer des nouveaux membres aptes à signer le bulletin de mise en candidature fut réduite à moins d'une semaine. Donc, ça devenait une tâche pratiquement impossible. D'ailleurs, d'autres personnes qui auraient possiblement aimé être candidates se sont aussitôt désistées en apprenant que c'était cette façon-là qui avait été retenue pour interpréter les statuts et règlements du parti. Et je peux vous mentionner aussi que, vous savez, au Parti québécois, les statuts et règlements sont pratiquement identiques à ceux du Bloc québécois. Et dans la dernière course à la direction, les statuts n'ont pas été interprétés de cette façon-là, ce qui a permis à un candidat comme Paul Saint-Pierre Plamondon de pouvoir recruter des nouveaux membres jusqu'à la dernière minute de la période de mise en candidature. Donc, pour moi, le Bloc québécois n'est malheureusement pas allé dans le sens où on veut élargir la base militante et permettre un nouveau membership, un renouvellement de la base militante.
OK. Cette liste de membres, quelqu'un d'autre l'avait? Ben, écoutez, au départ, je présumais que l'équipe de Mme Ouellette l'avait. J'ai eu confirmation du fait qu'elle avait une liste de membres, et non seulement qu'elle l'avait, mais qu'elle était mise à jour puisque des gens que j'ai moi-même recrutés dans la première semaine de la période de mise en candidature étaient appelés systématiquement pour signer son bulletin de mise en candidature à elle, alors que les coordonnées de ces gens-là n'auraient jamais dû se retrouver entre les mains des militants de l'équipe de Mme Ouellette. Donc, c'était pour moi une preuve hors de tout doute là, que non seulement elle avait une liste de membres, mais une liste de membres qui était mise à jour régulièrement. Même liste de membres et des mises à jour, bien entendu que j'aurais réussi moi aussi à amasser les 1000 signatures. Mm-hmm. Oui, il y a quelqu'un qui est passé à l'émission, qui nous a parlé du Bloc québécois aussi, c'est Denis Trudel. Et puis, il expliquait, lui, que à 2 occasions, la proposition d'avoir une campagne en bonne et due forme pour la chefferie du Bloc québécois avait été refusée. Est-ce que c'est vrai, ça, d'après vous? Là? Je sais pas vraiment à quoi M. Trudel faisait allusion, là, donc je pourrais pas m'avancer. Refusé par qui? C'est qu'il y avait comme 2 clans. Un clan qui voulait avoir une campagne en bonne et due forme, qui aurait duré, qui aurait eu plusieurs candidats, etc. Mais une faction du Bloc québécois voulait avoir l'élection le plus tôt possible, soit en avril. Ben, en fait, moi, j'étais présent là, lors du Conseil national où les règles ont été adoptées et effectivement, il y avait une partie des délégués qui, eux, auraient préféré que la course se tienne un petit peu plus tard en 2017, ce qui aurait permis une période de mise en candidature beaucoup plus longue. Donc, il aurait permis à non seulement à moi, mais à d'autres candidats là, de pouvoir réussir à se qualifier pour la véritable course. Absolument. Absolument. Et comment vous avez réagi, vous, quand vous avez vu ça arriver, là? Ben, vous savez, Mme Lebel, d'abord et avant tout, moi, je suis un indépendantiste. Et je crois que nous avons besoin d'avoir nos grands partis de masse pour réussir à atteindre nos objectifs. Donc, je ne vais pas prendre le Bloc québécois et dire je vais le quitter, travailler contre lui, parce qu'on a besoin de ce parti-là. Donc, il faut, comme militant, faire une distinction entre le parti lui-même, qui est un véhicule, et ceux qui ont des postes de contrôle. Donc, présentement, contrôle le Bloc québécois, ont agi d'une certaine façon. J'ai pas peur de dire que pour moi, c'était pas la bonne façon de faire. J'ai pas peur. Par contre, le parti, j'y crois encore. Vous savez, il y a des militants dans tous les comtés au Québec qui sont des militants sincères, qui croient à l'indépendance, et c'est pour eux que je continue, et c'est pour la cause, et c'est pour le Québec. Donc, moi, le Bloc québécois, j'y suis, je vais y rester. Donc, je suis pas le genre de personne qui va quitter suite à un échec ou à, on pourrait dire, un rejet, même dans ce cas-ci. D'un autre côté, accepter l'inacceptable, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Il faut vraiment le dénoncer. Pourquoi je vais militer pour le NPD? Non, je suis pas fédéraliste. Alors, il y en a un parti sur la scène fédérale, puis c'est le Bloc québécois, c'est mon parti. Je vais pas le laisser à des gens qui, malheureusement, ne le traitent pas comme ils devraient le traiter. Je vais pas leur laisser le parti et la chance de continuer. Je vais continuer à militer à l'intérieur, puis essayer de changer les choses, puis essayer d'améliorer le parti pour qu'à la prochaine campagne, en 2019, ce soit un parti qui soit beaucoup plus à l'image de ce qu'il doit être pour qu'on puisse enfin réaliser certains objectifs. Alors, vous appuyez Martine Ouellette? Ben, écoutez, je suis prêt à travailler avec elle. Moi, je veux qu'on réussisse ensemble. Hein. C'est pas dans la division, c'est pas dans la division qu'on va réussir à faire un pays. C'est tous ensemble. Absolument. Il arrive à certains moments qu'il y a des mésententes, qu'on aimerait que ça se passe d'une autre façon, mais c'est pas une raison pour quitter puis devenir adversaire. Donc, je pense qu'on est capable. Non. En fait, c'est un des plus grands objectifs pour les Québécois, et pour le mouvement indépendantiste, c'est d'arriver à travailler ensemble. Alors moi, je vais toujours y aller, essayer de prêcher par l'exemple. Hein. Ben c'est ça, exact. Ben oui, ben c'est ce qui frappe. J'ai entendu votre participation à On sort les vidanges, une émission avec Claude Veilleux. Oui. C'est peut-être le 13 mars ou le 14 mars, là, quand vous vous êtes désisté, c'est ça? Non, c'était avant, c'était pendant la période. C'était avant, c'est ça, oui. Oui, c'était pendant la période de mise en candidature et non pas suite à mon désistement. Exactement. Et ce qui ressortait de vous, pour moi, en tout cas, c'était l'intégrité. OK? Ah ben, je vous remercie.
Non, mais écoutez, ça fait plaisir. Pour moi, c'est un compliment. Hein. Je pense que c'est une valeur qui doit être cardinale en politique, l'intégrité de nos élus, des militants, de ceux qui travaillent à bâtir un pays. Hein. On veut pas recréer le modèle canadien. Si on veut faire le pays du Québec, c'est parce qu'on veut changer ce qu'on a présentement. On est dans un régime pourri, corrompu. Alors, il faut nécessairement qu'on fasse autre chose. Sinon, à quoi bon changer de régime? Oui, c'est comme dirait M. Bock-Côté aujourd'hui, c'est quelque chose de vital. Et puis, les Québécois ordinaires qui ne vivent pas au rythme de la question nationale n'écoutent plus les souverainistes. C'est une nécessité vitale qui écrit pourtant l'indépendance. Puis c'est vrai, c'est ce que vous dites, là. Oui, bien absolument, mais vous savez, pour moi, on est vraiment à un point tournant dans l'histoire du Québec. Hein. Présentement, l'indépendance plus accessible, ah oui? elle est pour moi indispensable. Beaucoup de gens présentement pensent que la nation se meurt. Surtout, je pense, si on sort peu souvent de la région de Montréal. Si on va à l'extérieur en région, ben, on se rend compte que cette nation-là, elle est en vie, hein, elle se porte bien. Par contre, à Montréal, bien sûr que ça peut paraître difficile. Donc, malheureusement, c'est sûr que la question de la langue à Montréal nous laisse croire que la nation ne se porte pas tellement bien. En déclin et en perte d'identité. Oui, aussi, bien entendu. Alors, je pense que nos contemporains, les Québécois d'aujourd'hui, ont une responsabilité. Et pour moi, la première des responsabilités, c'est de travailler ensemble, d'abord. Deuxièmement, ensuite, d'établir des objectifs concrets et de les réaliser. On va y revenir au bloc, là, comme pour 2019, là, par exemple. Oui. Vous, dans votre circonscription, les gens qui savent que vous avez été candidat 2015 et 2017, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, ben, écoutez, vous parlez des militants ou de la population générale? Oui, les militants, la population, le pouls de votre région, c'est quoi? Écoutez, d'abord, je ne mentirais pas en vous disant que présentement, je ressens un peu un essoufflement chez les militants. C'est très négatif, hein, ce qui est véhiculé, surtout dans les médias. Et vous savez, c'est pas un hasard, hein. Si on véhicule des informations négatives à propos du mouvement indépendantiste, c'est parce qu'on veut pas qu'il réussisse. Donc, le maintien du moral est très difficile présentement à maintenir à un niveau qui est respectable. Donc, il faut travailler sur ça. Hein. Donc, je trouvais intéressante l'idée de M. Lisée de vouloir travailler sur des victoires, parce que oui, on a une conscience à rebâtir. Par contre, malheureusement, il n'y arrive pas. Donc, peut-être que c'est au niveau des objectifs qu'il se trompe. Alors, peut-être qu'il va falloir revoir quels objectifs, quelles victoires on peut espérer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, l'idée de la convergence, pour moi, je ne croyais pas. J'y ai cru il y a plusieurs années. J'ai vite compris que, malheureusement, cette idée-là était vouée à l'échec parce qu'il y avait des gens qui étaient de mauvaise foi. Eh bien, on l'a vu, on en a eu une splendide démonstration cette semaine. Donc, absolument. Au Parti québécois, ben, qu'est-ce qu'on a l'air? Ben, on a encore l'air d'avoir subi un échec. Donc, on n'est pas dans les victoires, on est encore dans les défaites. Donc, et pourtant, ça en est une. Pardon? Et pourtant, ça en est une. Parce que cette démonstration-là, il fallait la faire. C'est une question d'interprétation. Vous savez, est-ce que de ne pas avoir réussi à établir une convergence est une bonne nouvelle? Bon, peut-être que d'un certain point de vue, on peut penser qu'on s'est débarrassé de gens de mauvaise foi. Toutefois, moi, c'est pas les leaders de Québec solidaire qui m'intéressaient dans l'idée de la convergence. Ce sont les militants, parce qu'il y a des militants sincères dans ce parti-là. Il y en a des indépendantistes, j'en connais. Donc, est-ce qu'ils vont pas quitter QS, justement, en voyant cette mauvaise foi? Vous savez, la propagande anti-PQ dans ce parti-là est vraiment forte. Hein? Et c'est très difficile à déconstruire parce que cette propagande-là trouve un écho dans les médias, bien entendu, parce qu'encore une fois, ces médias-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un échec pour le mouvement indépendantiste. Ils veulent la disparition du Parti québécois. C'est un objectif. Vous savez, faire disparaître le Parti MAC qui porte le projet d'indépendance depuis une 40aine d'années, c'est un objectif pour les fédéralistes. Ils vont être contents si le Parti québécois est rayé de la carte. Il faut s'en rendre compte, là. En tout cas, oui. Pour quelques décennies, peut-être encore, quoi? Pardon? Pour quelques décennies encore? Qu'est-ce que vous voulez dire? Remettre l'indépendance reviendrait peut-être dans quelques décennies, mais là, comme on voit le moral est au plus bas, ouais. Ouais, ben écoutez, le régime libéral a des chances de remporter l'élection. Pardon? Le régime libéral a des chances de gagner l'élection, mais il reste encore un an et peut-être qu'il faut voir... Pardon?
non seulement il y a des chances, il y a des fortes possibilités. Ce régime-là a été au pouvoir 13 des 14 dernières années. Donc, ses chances de gagner une nouvelle fois dans un an sont très fortes. Hein. Ouais. Surtout avec la division du vote qu'on connaît et la possible fusion d'Option nationale et de Québec solidaire. Cette fusion-là, qu'est-ce qui va arriver? Nos médias vont nous la mettre à l'avant-scène comme une belle victoire pour ces deux partis-là. Donc, au-delà de la mathématique où on additionnerait les appuis de QS et de ON, c'est pas seulement mathématique, c'est aussi dans la dynamique. Hein? Ils vont paraître de eux avoir réussi, alors que le méchant Parti québécois raciste, lui, ne réussit pas à faire l'unité. Alors ça va être joué, oui, là, contre nous. Donc, je vois l'élection de 2018 comme quelque chose qui pourrait être vraiment catastrophique. Mais on pourrait dire aussi que la vraie convergence, c'est les électeurs qui vont la faire. Oui, mais encore là, on ne sait pas d'avance qu'est-ce que il va se jouer là. Trouver une façon de les organiser, ces électeurs-là, pour qu'ils puissent agir dans le même sens, hein, qu'ils puissent agir ensemble, qu'ils puissent trouver une façon d'établir une stratégie électorale sur l'ensemble du territoire, mais malheureusement, ça ne se fera pas au gré du hasard. Hein. Ça va prendre des leaders, ça va prendre des gens qui vont porter cette idée-là, qui vont essayer d'organiser une façon de pouvoir cibler certains comtés, d'indiquer comment on peut battre les libéraux dans tel ou tel comté. Si on se divise entre caquistes, péquistes, solidaires, ça risque encore de laisser passer nos libéraux dans des comtés qui ne gagneraient pas normalement. Hein? Vous savez, mon comté de naissance, c'est le comté de Laurier-Dorion. Moi, j'ai grandi dans Villeray. Ce comté-là est libéral présentement, mais si on avait réussi la convergence, le candidat péquiste ou solidaire aurait probablement gagné ce comté-là à la prochaine élection. Et on risque de revivre le même scénario que la dernière fois. Et la dernière fois étant? La dernière élection provinciale de 2014. Donc, c'est les libéraux qui ont gagné Laurier-Dorion. Okay. Donc, Québec solidaire, je pense, est arrivé deuxième, le Parti québécois troisième. Celui qui affrontera le plus courageusement la réalité du peuple en déclin et de la perte d'identité, parce que c'est vraiment clair qu'il y a un problème de ce côté-là. L'identité québécoise, c'est ça, on la prône et on se fait traiter de raciste, alors qu'on encourage les minorités à faire valoir leur identité à eux autres. Il y a quelque chose là-dedans d'incompréhensible. Là. Oui? Pour faire du ce que vous venez de dire. Vous savez, oui. Quand on participe à des activités indépendantistes, parfois dans des rassemblements, on a des gens venus d'ailleurs, hein, des William Fayad, des Macacoutes. J'étais au souper du RPS, le souper des patriotes du RPS lundi dernier, et on a rendu hommage à David Payne, l'ancien député et ministre péquiste, qui est un Britannique. Et chaque fois qu'une personne venue d'ailleurs prend le micro et fait un discours indépendantiste, il est applaudi encore plus chaleureusement qu'un Québécois. Je n'aime pas utiliser cette expression-là, mais je veux faire une image. Donc, les gens, les indépendantistes, les péquistes, quand il y a des gens d'ailleurs qui embrassent leur cause, ce sont les plus heureux. Donc, ce ne sont pas des racistes, ces gens-là, c'est faux. Oui, c'est bien de faire ce point-là, là-dessus, là, parce que ça va vraiment jouer sur l'identitaire encore une fois. Si soit François Legault ou Jean-François Lisée ramassent la balle, là, oui, vous ne trouvez pas? On aurait pu croire dans la course à la direction que Jean-François Lisée irait dans ce sens-là, mais malheureusement, une fois élu, toute la carte identitaire qui jouait pendant la course à la direction du Parti québécois, il a semblé l'oublier et même la renier depuis son entrée en fonction à titre de chef. C'est malheureux. Et on peut voir ce que ça donne, hein? Vous voyez, dans les sondages, le Parti québécois se ramasse troisième. Est-ce que vous avez cru à ce sondage-là? Est-ce que vous avez pris en considération vous avez cru? Les sondages, on en prend et on en laisse. Le Parti québécois, présentement, je l'entends chez beaucoup de militants indépendantistes, hein? Ils sentent eux-mêmes qu'il y a un déclin et un désintérêt. Mais pourtant, dans le financement, ça va bien, hein? Vous savez, le Parti québécois est premier, présentement, au niveau du financement populaire. Donc, c'est encore le parti qui a le plus grand nombre de membres. Alors? On en prend mais en laisser, mais écoutez, on peut pas rejeter tous les sondages. Non, il y en a qui sont faits avec sérieux, mais pas tous. Il faut aller lire la méthodologie. Oui, exactement. Pour revenir au Bloc québécois, ça prend vraiment une belle ampleur quand on vous parle, parce que vous avez fait un texte avec Pierre Norris en 2014 qui parlait justement de cette question. Il y a bel et bien des questions à se poser en ce qui a trait au Bloc québécois, mais elles relèvent moins de son existence que de la place qu'il doit avoir dans les troupes indépendantistes. Pourriez-vous nous donner votre idée là-dessus?
Ben, d'abord, le texte se nommait sous un commandement, sous commandement unique. Oui. C'est une idée aussi que j'ai repris pendant la courte période de mise en candidature pour la campagne chez le Bloc québécois. Parce que on s'entend, à travers le fait que j'essayais de colliger les signatures, j'ai aussi émis plusieurs communiqués où j'ai d'idées qui auraient pu être intéressantes pour le Bloc québécois. Puis on parlait de convergence tout à l'heure. Vous savez, pour moi, la première des convergences qu'on devrait viser, c'est la convergence entre nos deux partis nationaux, entre le Parti québécois et le Bloc québécois. Si on aspire, nous, en tant qu'indépendants, à gérer toutes les compétences d'un État souverain dans un seul et même Parlement, ben, il va de soi qu'on devrait avoir un seul programme politique porté et défendu par ces deux partis-là sur les 2/5. Vous savez, le Scottish National Party envoie des candidats à toutes les élections, que ce soit au Parlement européen, au Parlement du Royaume-Uni, au Parlement écossais, mais c'est le même parti. Et ils présentent des candidats à toutes les élections et ils défendent un programme commun. En France, quand on est socialiste en France, on est socialiste aux élections européennes, aux élections présidentielles, on est aux élections législatives. Alors pourquoi nous acceptons d'être divisés? Nous acceptons la division que nous impose le régime canadien. Alors pour moi, la première des convergences, c'est celle de faire converger, premièrement, nos deux partis nationaux au niveau idéologique, au niveau du programme politique, mais aussi au niveau militant. Donc, nos organisations doivent cesser de travailler chacune de leur côté. On doit travailler en synergie. Ça se fait déjà dans plusieurs comtés. Dans le comté de Rivière-des-Mille, où je suis président présentement, beaucoup des militants du Bloc québécois dans ce comté-là sont aussi des militants du Parti québécois, au Parti québécois de Deux-Montagnes, au Parti québécois de Groux. Donc, ce sont les deux comtés provinciaux qui se recoupent dans le comté de Rivière-des-Mille au fédéral. À partir de ton communiqué, qu'est-ce que tu disais? Donc, moi, ce que je proposais dans mon communiqué, c'est de mettre sur place une instance où on pourrait faire en sorte que nos programmes politiques soient à un seul et même endroit pour qu'on puisse partager le même programme et le défendre tant sur la scène fédérale que sur la scène provinciale. D'ailleurs, moi, j'ai été un des seuls à défendre que Martine Ouellette siège à la fois à l'Assemblée nationale et soit chef du Bloc québécois à la Chambre des communes. Ben, pas à la Chambre des communes, donc, parce qu'elle peut pas être députée aux deux endroits, mais qu'elle puisse être sur les 2/5. J'ai défendu cette chose-là. J'étais pas contre cette idée-là. Puis j'ai même invité Jean-François Lisée à la réintégrer le plus rapidement possible au caucus. Parce que pour moi, comme je le disais tout à l'heure, si on aspire à gérer toutes les compétences dans un seul et même Parlement, ben, il faut que notre action et notre programme politique aillent dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas continuer d'accepter la division que le Canada et son régime nous imposent. D'ailleurs, on a pu voir des exemples très néfastes de cette situation-là. Quand il était question de la Charte des valeurs qui était défendue par le Parti québécois, on avait des bloquistes qui se positionnaient contre. Donc, pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut établir cette convergence-là. Il faut même en arriver éventuellement à ce qu'on puisse présenter des candidats à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale sous l'égide d'un seul et même parti comme ça se fait ailleurs. On donnait les exemples tout à l'heure de l'Écosse et de la France, de la plupart des endroits dans le monde d'ailleurs. Hein, vous savez, aux États-Unis aussi, quand on est démocrate de A à Z, à toutes les élections, à tous les niveaux. Oui, et quand vous dites que vous devez, en fait, la place qu'il doit avoir dans les troupes indépendantistes, là, s'il y a comme on prend juste Martine Ouellette, on sait très bien que son option indépendantiste est très, très ferme. Hein? Ce serait un bon mot, ça, ferme? Rapide? Ben oui, c'est une indépendantiste, Martine Ouellette. J'ai aucun doute. Oui, et à la mettre en branle assez rapidement, non? À la faire assez rapidement. Ouais, là, vous savez, comme chef du Bloc québécois, elle sera jamais première ministre du Québec, elle n'aura jamais le pouvoir, donc elle peut pas rien mettre en branle au niveau de l'État. Non, mais son option aurait été celle-là, elle. Quand elle était oui, au Parti québécois. Parti québécois, oui, elle voulait y aller d'un référendum rapide. Donc ça, par contre, c'est une idée à laquelle je m'oppose. Pour moi, c'est pas la bonne façon de faire. Je pense qu'on voulait en parler justement de l'étapisme. On ouvre cette porte-là, on y va? On y va? Bon, ben d'accord, alors allons-y. Comment vous voyez ça, vous?
Ben d'abord, j'aimerais qu'on définisse ce que c'est que l'étapisme. Qu'est-ce que cette pratique-là? Parce que c'est un terme qui me semble galvaudé. Parfois, dans certains milieux, on l'utilise un peu comme une insulte là pour discréditer certains indépendantistes. Il est étapiste, donc c'est un tiède, c'est un mou. Alors que l'étapisme est une chose bien précise. C'est pas une insulte. Et c'est pas non plus l'idée de vouloir procéder par étapes. Parce que, bien entendu, l'indépendance va se réaliser au fil de plusieurs étapes. Hein? Ça ne sera pas d'un coup sec, d'un coup de baguette magique. Alors, l'étapisme, c'est une chose bien précise. C'est de séparer en 2 étapes. Premièrement, première étape, le pouvoir par un parti indépendant. Séparer ça. Une deuxième étape qui est l'enclenchement d'un processus de réalisation de l'indépendance. Donc, l'étapisme, c'est de séparer ces 2 choses-là. Donc, on sépare ça par la tenue d'un référendum. Alors, un parti indépendant qui prend le pouvoir ne peut pas réaliser son programme, qui est la réalisation de l'indépendance, sans avoir obtenu une deuxième victoire, qui est celle d'un référendum. Alors, l'étapisme, c'est ça, c'est de disjoindre la prise du pouvoir de l'enclenchement du processus devant mener à l'indépendance. Ça, c'est la deuxième chose que j'aimerais définir. L'indépendance, sa réalisation, est un processus. Ce n'est pas un moment. J'aime utiliser l'exemple canadien. Si on pose la question aux gens, quelle est la date de l'indépendance du Canada? Alors, je vous la pose. Quelle est la date de l'indépendance du Canada? Et je pourrais la poser aux gens qui écoutent à la maison. Quelle est cette date? C'est-à-dire, on pourrait avoir 3 réponses. On pourrait avoir 1867 comme première date. On pourrait avoir 1931, statut de Westminster, comme deuxième date. Et on pourrait aussi avoir 1982 comme troisième date d'indépendance pour le Canada. Donc, rapatriement unilatéral de la Constitution par Pierre-Éliott Trudeau. Donc, pourquoi on a ces 3 dates-là qui peuvent figurer comme date d'indépendance, comme moment d'indépendance pour le Canada? Parce que c'est des changements de statut. C'est un long processus. Un processus qui s'est échelonné sur 125 ans. C'est une somme, en fin de compte. Oui, ben c'est plein de choses. C'est plein de choses, hein? Oui. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un parti indépendantiste, le Parti québécois en l'occurrence, parce que c'est lui présentement le parti de masse. C'est ce qu'on a, C'est ce qu'on a présentement. Donc, j'espérerais qu'un jour, le Parti québécois puisse se présenter devant l'électorat en disant, vous Élysée, nous allons enclencher un processus de réalisation de l'indépendance qui s'échelonnera sur plusieurs années. Ça ne pourra pas se faire en une seule victoire. Il faudra poser des actions. Le gouvernement devra agir dans une multitude de sphères. Les principales comme les communications et l'armée. Au niveau financier, au niveau diplomatique, oui, au niveau du territoire, bien entendu. Au niveau constitutionnel, ça va nous prendre une constitution, ça va nous prendre une citoyenneté, ça va nous prendre une cour de dernière instance. Donc, il y a une multitude de choses à faire. Alors, et sortir l'autre qui exerce le pouvoir sur notre territoire. Sortir l'autre gouvernement. Oui. Absolument. Alors, l'idée pour moi, c'est de présenter programme de pays à l'électorat. Et si l'électorat... D'État? D'État, un programme complet, sera défendu à la fois sur la scène provinciale et le même programme sera défendu sur la scène fédérale. Et puis si le gouvernement, le Parti indépendantiste qui propose ça aux Québécois est élu à l'Assemblée nationale, mais la démocratie, c'est de réaliser son programme, c'est pas de faire le contraire. Non, absolument. Alors on présente un programme de pays et c'est dans la réalisation de ce programme-là qu'on réalise l'indépendance. Et ça peut prendre plus qu'un mandat, vous savez, réaliser ce programme-là. Ça peut prendre plus qu'un mandat. Peut-être 2 ou 3. Ça sera long, ça sera difficile, mais on progressera de jour en jour, comme le Canada a progressé à partir de 1867 jusqu'à 1982. Et les Canadiens ont été consultés sur l'idée d'indépendance du Canada? Non. Non. Mais ce que les gouvernements successifs du Canada faisaient allait dans le sens des intérêts des Canadiens et ils les élisaient d'élection en élection pour poursuivre le travail qui avait été commencé. Eh bien, vous savez, si un gouvernement indépendantiste est élu et qu'il pose certaines actions et que ces actions-là déplaisent à la population, eh bien, écoutez, à l'élection suivante, ils voteront pour un parti fédéraliste qui proposera des reculs. Je crois pas. Parce que quand on goûte à l'indépendance, on en veut toujours plus et non pas toujours moins. Oui, exactement. Exactement. On pourrait voir certains pays qui tiennent à leur souveraineté. Comme, par exemple, on pourrait voir le changement au niveau de l'Est et de l'Ouest qui s'organise, l'Eurasie.
avec Chine, la Russie, les BRICS, la grande société, une immense région de commerce où ce sera multipolaire au lieu d'être unipolaire. C'est-à-dire que tout le monde va garder ses frontières, puis on va faire des échanges. Mais ça, l'Ouest de la bataille de ce côté-là, parce que les États-Unis sont en train de perdre cette hégémonie. Nous, là-dedans, est-ce qu'on est plutôt à ignorer ce qui se passe globalement au Québec, ou est-ce qu'on en est conscient d'après vous? C'est relatif, hein. Je pense qu'il y a des gens qui s'en contrefoutent. Par contre, nous qui sommes concernés par la politique, eh bien, on est bien au fait de ces choses-là, puis on peut pas les ignorer, hein. Vous savez, on est en 2017 à l'ère de la mondialisation. Les échanges commerciaux entre les différentes nations, entre les différents États, n'iront pas en diminuant. Donc, oui, on s'en soucie. Et c'est pour justement pouvoir participer à ces échanges-là en tant que Québécois. C'est pour cette raison-là qu'on veut se donner un État indépendant. Et c'est essayer de regarder la parade. Et c'est essayer d'avoir des Justin Trudeau, des Stephen Harper qui décident à notre place ce qu'on sera comme citoyen mondial. Je parle de notre État. Là, ah oui, bien sûr. On aimerait pouvoir y participer. On aimerait pouvoir établir nous-mêmes nos relations diplomatiques et commerciales. C'est pour ça qu'on veut faire l'indépendance. C'est pas pour se replier sur nous-mêmes comme les fédéralistes aiment le laisser croire. Vous êtes en train de dire que ce serait payant de faire l'indépendance, c'est ça? Que ce soit payant ou pas, madame, au moins on prendra nos décisions nous-mêmes. Hein? On en fera des erreurs une fois un pays indépendant. On sera pas parfait. Hein? Des fois ça ira mieux, des fois ça ira moins bien, mais ce sera nos réussites, ce sera nos échecs. Nous serons maîtres de notre destin. Mais on va pas se compter d'idées, on va pas se compter d'histoires. Là, on sera pas parfait non plus comme pays. On apprendra, on file de nos erreurs comme un jeune adulte qui quitte le nid familial. Hein? Ça va pas toujours bien. Mais il retourne pas nécessairement habiter chez sa mère jusqu'à 80 ans. Hein? Croyez-vous qu'un jour que le Parti québécois serait capable de prendre le pouvoir et d'être au pouvoir avec autant de savoir-faire qu'un parti libéral qu'on va faire et qu'un parti libéral provincial et fédéral? Ils ont le pouvoir, eux autres, puis ils le tiennent, puis ils ont les deux mains dessus, puis ils veulent pas le lâcher. Est-ce que vous croyez qu'on est capable de faire ça aussi? Pourquoi on serait pas capable? On dit, est-ce que le Parti québécois serait capable? On a souvent beaucoup tendance à parler du Parti québécois à la troisième personne, comme si c'était une bête qui agit de façon complètement déconnectée. Le Parti québécois, c'est notre parti. Alors, il faut y participer. Alors, quand le Parti québécois fait pas les bonnes choses, c'est de notre faute à nous. Hein? C'est pas le Parti québécois tout seul. C'est pas un être vivant, le Parti québécois. Et c'est des gens qui sont dans ce parti-là. Alors, quand le Parti québécois fait pas le travail, c'est de notre faute. Il faut s'impliquer davantage. Il faut militer dans les instances. Il faut être dans les congrès. Il faut faire passer nos idées. Et quand les chefs font pas le travail, il faut les remplacer. Et il faut avoir des candidats qui sont prêts à prendre la relève, qui sont prêts à porter des programmes qui sont les programmes qu'il faut pour réussir l'indépendance et ensuite réussir à bien gouverner notre État. Félix Pinel, voyez-vous des gens dans le moment capables de faire ça? Oui, j'en vois. Ah oui? Oui, j'en vois, madame. Écoutez, les Québécois, on a des gens qui réussissent dans plein de domaines. Hein? On a des docteurs en économie. On a des docteurs en physique. Non, je vous parle en politique, là, des gens qui vont se présenter puis qui vont... est-ce que vous croyez que Jean-François Lisée peut le faire? Est-ce qu'il est capable de bien diriger le Parti québécois? Est-ce qu'il est capable de bien gérer l'État? Oui. C'est ça la question? Oui. Oui. Oui, je pense que oui. Est-ce que c'est le meilleur? Peut-être pas. Est-ce que quelqu'un pourrait être meilleur que lui? Possiblement. Vous savez, Jean-François Lisée a quand même été au gouvernement du Québec comme conseiller de M. Parizeau. Bien sûr. C'était pas son chef de cabinet, mais il était conseiller. Donc, je veux dire, il l'a vu aller, cet homme-là. C'est pas quelqu'un qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Il a été élu quand même, Jean-François Lisée, donc les gens devaient croire en sa compétence, j'imagine. Oui, c'est certain. En tout cas, c'est sorti avec... Justin Trudeau, est-ce qu'on pensait que Justin Trudeau serait capable de gouverner le Canada avant son élection? Et puis, vous savez, ça relève pas sur une seule personne, la gestion d'un État. L'État, c'est pas une personne, c'est pas un premier ministre. L'État, non, mais on sait très bien. Plus large que ça, il y a des ministres, il y a des sous-ministres, il y a des fonctionnaires. Bien sûr. Alors, le premier ministre, il est là pour donner une orientation. Est-ce que c'est lui qui gère tout? Non? C'est pas nécessairement dans ce sens-là que j'amenais le point. C'est plutôt dans le sens que une figure
Le Messie, madame, le Messie, moi, j'y crois pas. Non, mais peut-être qu'une figure plus comme dans le style de M. Parizeau, M. Lévesque. Où est-ce qu'ils sont, ces figures-là, aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a? Écoutez, c'est une bonne question, mais moi, vous savez, je prends un homme comme Robert Laplante, qui a gagné le prix Chevalier de Lormier, justement, cette semaine. Pour moi, c'est une personne qui est un érudit en sciences sociales, qui est directeur de l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC. Donc, une personne comme ça, oui, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait occuper un rôle comme celui de chef d'État. Mais il le fera pas. Ben, pourquoi pas? Ça reste à voir. Est-ce que vous avez des informations? Non, j'ai aucune information à ce sujet-là, madame. Mais vous me demandez, est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient jouer ce rôle-là? Oui, il y en a. Ah ben oui, moi aussi, je peux vous en nommer beaucoup, mais des personnes qui qui pourraient y aller, qui sauteraient dans l'arène politique. Oui. Mais vous savez, madame, quand Jacques Parizeau était sous-ministre, est-ce qu'on pensait qu'il serait premier ministre un jour? C'était pas la personne la plus charismatique nécessairement. Est-ce qu'on pensait qu'il serait premier ministre du Québec alors qu'il était sous-ministre dans le gouvernement de Daniel Johnson, par exemple, Daniel Johnson père. Donc, est-ce qu'on pensait qu'il serait premier ministre 20 ans plus tard? Et non. Est-ce que parmi les Québécois, il y a des gens qui sont des gens de qualité, des gens exceptionnels? Oui, il y en a. Qui comprennent l'État. Oui, c'est ça qu'on demande, qui comprennent l'État. Qu'est-ce que c'est un État? Oui. OK, les assises de l'État. Et qui pensent de cette façon-là. Pas de façon imaginaire. Un soir, on va avoir un pays, puis le lendemain, on va l'habiter. Comme vous dites, ça peut prendre des années. Ça va être un processus d'événements, de choses à faire, à réaliser. Mais dans le moment, je pense que c'est plutôt ça. C'est qu'on est mené par des idéalistes. Peut-être que c'est pas le Parti québécois, peut-être que ça sera le Parti québécois. Mais je veux dire juste qu'aujourd'hui même, il manque des gens avec des couilles. OK? Pour aller faire la contre-offensive avec les médias dont vous parliez tantôt. Oui. De se faire accuser tous les jours d'être raciste, mais de résister puis de les envoyer paître. C'est ça que ça prend d'être non politiquement correct pour gagner aujourd'hui. C'est ce qui va devenir de plus en plus populaire globalement, d'ailleurs. Même en France. Peut-être. C'est à voir, vous savez. Vous croyez pas? Non? Je suis perplexe, je dirais. Oui. On va s'entendre que la population en général n'est pas nécessairement très politisée, hein. Et de voir, ils voient possiblement pas les médias comme vous et moi, nous les voyons. Alors, de voir un chef de parti envoyer paître un journaliste au bulletin de 8 heures, est-ce que ce serait nécessairement la bonne... Ben, sans l'envoyer paître, il l'aurait mis à sa place... Quand Pauline Marois a dit sa campagne de 2014 en refusant de répondre aux questions des journalistes, on a vu ce que ça a donné. Oui, mais ça, c'était une erreur. Ben oui, c'était une erreur. Alors, je pense qu'il faut être habile avec les médias. Hein? Vous savez, moi, dans la courte période de mise en candidature pour la direction du Bloc québécois, dans cette courte période-là, j'en ai fait des entrevues avec des journalistes et puis j'ai appris à la dure. Hein? J'ai fait une fois une entrevue avec un journaliste. On parle pendant 15-20 minutes. J'écoute le reportage, il me reste peut-être 10 secondes et le journaliste commente en disant que pour moi la direction du Bloc québécois c'est ma 5e priorité et que autant moi et Mme Ouellette on est d'accord sur le fait que Donald Trump est dangereux. Alors qu'on n'avait même pas parlé ni effleuré les élections américaines dans cette entrevue-là. C'est quelque chose. Vous voyez, on apprend au fil de nos entretiens avec les médias, surtout les médias de Radio-Canada et Jessica. Moi, par exemple, jamais je donnerai une entrevue à Radio-Canada, à un journaliste de Radio-Canada ou à un journaliste d'un média fédéraliste sans enregistrer moi-même l'entrevue. Donc, sans avoir moi-même preuve audio, si c'est une entrevue audio, ou une preuve audiovisuelle, si c'est une entrevue audiovisuelle, j'aurai toujours mon propre matériel et on pourra ensuite comparer. Hein? Donc, oui, absolument. Il faut apprendre de nos expériences au niveau des médias. Par exemple, un ami m'expliquait que Michel Chartrand, quand il arrivait en entrevue, demandait aux journalistes combien de temps durera le reportage. Alors, le journaliste disait, par exemple, 2 minutes. Combien de temps
on va entendre ma voix. Alors, Ouais. il disait peut-être 15 secondes. Alors, parfait. Michel Chartrand disait, l'entrevue durera 15 secondes. Et il s'assurait que dans son 15 secondes, que ce soit son message. Exact. Ben oui. On dit pas d'autre chose. On dit qu'est-ce qu'on a à dire. 15 secondes. Bien Alors, sûr. mais ça, vous savez, ça vient avec l'expérience. On n'apprend pas ça à l'université. Bon. Il faut accorder des entrevues. Il faut avoir vécu la désinformation soi-même pour être capable ensuite de pouvoir la contrer et pouvoir peut-être éventuellement réussir à tourner ces médias-là à notre avantage. Oui, ça, c'est une chose. Mais moi, je faisais allusion à l'entrevue que Jean-François Lisée avait donnée à Michel C.O.G. et il l'avait remis à sa place. Parce qu'il avait dit, je sais quelle sorte d'entrevue vous voulez faire. Un peu dans le style de ce que vous dites, là. Il l'avait bien deviné, puis c'était quelque chose qui a été populaire, ça qui l'a rendu qui lui a donné beaucoup de crédibilité, ça, Jean-François Lisée. Ah ben, tant mieux. Capable. Je sais pas de. Vous vous rappelez pas de cette entrevue-là? Non. C'est le lendemain qu'il a fait, de l'élection, je crois, ou quelque chose comme ça. Et par contre, il a fait d'autres choses par la suite qui étaient comme frapper sur la pancarte de Donald Trump ou dire que lui, il serait pas sorti il n'aurait pas voté pour le Brexit et des choses comme ça, refuser de voir Marine Le Pen. Ça, c'est des choses qui ont marqué. Ou bien donc, les membres du PQ n'étaient pas bien au PQ s'ils étaient pour le FN, quelque chose du genre. Ça, je trouve que c'est des grosses erreurs. Mais on a ce véhicule, on a ce chef présentement, alors il faut faire avec, comme vous dites si bien. Et puis, mais pour le bloc, est-ce que oui. Mais j'aimerais juste clarifier. Oui. Vous savez, quand je défends le Parti québécois ou le Bloc québécois, ça veut pas dire que je suis pas critique par rapport à ce que je vois présentement. Hein? Ben non, c'est ça. Vous savez, je veux toujours en arriver à faire une distinction entre le véhicule lui-même et les dirigeants actuels. Hein, parce que le Parti québécois, c'est beaucoup plus que Jean-François Lisée. Alors, est-ce que j'aime ce que Jean-François Lisée fait présentement? Et non, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il fait des bons coups parfois? Oui, vous en avez nommé quelques-uns. Alors, il faut espérer que dans la prochaine année, M. Lisée, il y ait d'autres bons coups. Mais il faut aussi espérer qu'au Congrès national de septembre prochain, les délégués inversent la tendance actuelle. Parce qu'il y a un Congrès national, qui s'en vient. En fait, vous savez, dans tous les comtés, toutes les régions, présentement, il y a eu des congrès de circonscription, des congrès régionaux. Il y a des propositions qui ont été adoptées et qui seront débattues en septembre prochain au Palais des congrès de Montréal. Et on invite les délégués, moi je serai délégué d'ailleurs, on invite les délégués de partout au Québec à adopter des propositions qui vont remobiliser les électeurs du Parti québécois et les indépendantistes. Donc, et ça se fait, ça va se faire avec des positions qui sont des positions fermes et non pas avec des positions mollassonnes qui sont présentement très démobilisantes. On est à un tournant, par exemple, là. Après le congrès de QS de la semaine passée, ce qu'il fallait démontrer a été démontré. Les QS sont les mauvais coucheurs. Maintenant, Jean-François Lisée, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Vous trouvez pas? Ben, quand on parle du congrès, c'est pas seulement Jean-François Lisée, c'est l'ensemble des délégués. Par contre, on va le tester comme chef, là. Oui. On va le tester. Oui, absolument. Jusqu'au congrès, il va y avoir des preuves à faire, je crois. Ben oui, absolument. Ben, vous savez, en politique, on a toujours des preuves à faire. Hein? Oui, mais justement, pour nous montrer si maintenant, ce qui s'en vient, c'est une préparation au Congrès. Il va accueillir les propositions, mais comme chef, comme parti, il faut voir où est-ce qu'on s'en va. Là. Après que QS a été mis de côté, là, on le sait maintenant, il ne peut plus s'attarder à ça. On le sait, ça a été prouvé. C'était une taxe qu'il avait à payer, dit Jean-Claude Pomerleau, et il l'a payé. Maintenant, il peut passer à autre chose, mais c'était incontournable comme démonstration à faire. Avant ça, là, les gens sont partis de QS en fin de semaine, ils ont déchiré leurs cartes, ils ont dit, c'est ça, ils veulent pas rien faire pour qu'on sorte le Parti libéral en 2018, on s'en va. C'est ça. Écoutez, je pense qu'on pourra avoir un avant-goût
de la réaction des électeurs face à ce qui s'est passé la fin de semaine dernière avec l'élection partielle d'Angouin. Donc, je suis quand même assez curieux de voir les résultats là, qu'on aura. C'est cette semaine, c'est en fin de semaine, là, je crois. Oui, c'est demain. Et puis, il y a eu des menaces même contre Alexandre Cormier-Denis. Il s'est présenté, il a été exclu d'une rencontre de tous les candidats. C'est ce que quelqu'un racontait hier au Journal du Soir. Je prends le temps de vous raconter ça un petit peu, là. Et puis, apparemment qu'il y avait il y a des skinheads qui sont rentrés, puis en tout cas, il est parti pour éviter le pire, je pense. En tout cas, je veux pas rien partir, là, mais il l'aurait laissé parler, l'organisation, avec tous les autres candidats de la circonscription. Il était dans la salle, il s'est présenté quand même, mais au début, il avait été exclu à cause de la pancarte qu'ils ont posée, qui montre une femme avec une tuque d'un côté et avec un voile de l'autre côté. Donc, il aurait été exclu par qui exactement? En tout cas, il faisait une rencontre hier, ça m'est sorti de la tête. J'ai beaucoup de choses en tête. Mais il s'est présenté quand même. C'est les participants, les candidats de Bernard Gauthier, les citoyens au pouvoir, qui parlaient de ça hier soir, qui disaient que il s'était présenté quand même et qu'il aurait eu la chance de parler. Mais là, il y a eu des skinheads qui sont présentés dans la salle. Alors, il a préféré quitter plutôt que de peut-être voir le bordel prendre, là. Alors, c'est rendu assez féroce, la politique, on dirait, M. Pinel. Bon, écoutez, malheureusement, je suis pas au courant de cette situation-là, puis je vais chercher à en apprendre plus dans les prochaines heures suite à notre entrevue. Mais si ce que vous dites ça va être véridique, oui, on pourrait croire que c'est assez féroce et surtout antidémocratique. Ben oui. Avec tout ce qui se passe dans les universités aussi, les conférences annulées de Mathieu Bocoté, Gilles Laporte, Jamila Benhabib, et deux de nos invités sont venus nous parler aussi de ça, de cette censure à l'université. Alors, il y a une petite clique, et c'est une minorité qui mène la balle, là. Ouais, c'est pourquoi un média comme Radio Infocité prend toute son importance, qu'on peut ils défendent des points de vue qu'on peut malheureusement pas entendre ailleurs. Alors j'espère qu'on va poursuivre ce bon travail-là. Et puis que les auditeurs se multiplieront dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous croyez? Parce que je l'espère. Oui, parce que en plus, hier, pas hier, mais au congrès QS, elle s'est adressée aux membres QS qui étaient là. On parle de Dalila Awada. C'était, selon ce qu'écrit Jacques Langteau sur Canoë, un appel véridique à la haine, démoniser le PQ. D'ailleurs, son texte s'appelle « La diffamation ». Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Qu'est-ce qu'on dirait pour terminer, Félix Pinel? Ça a passé tellement vite. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez faire avec dans les mois qui viennent, là? Alors, premièrement, je serai délégué au Congrès du Parti québécois. J'ai des propositions là qui seront amenées par mon comté, celui de Deux-Montagnes. On va en reparler probablement dans des textes là, dans les prochaines semaines. On n'a pas encore décidé quelles propositions on va décider d'amener par notre comté. On a droit à 3 propositions. Donc, on en a plusieurs qui ont été adoptées. On va les choisir dans les prochaines semaines, à savoir quelles propositions nous on défendra au congrès de septembre. Et j'ai aussi beaucoup de travail à mener pour le Bloc québécois de Rivière-des-Mille-Îles. Donc, j'ai été élu président là, de la circonscription il y a 2 semaines. Alors, on a beaucoup de travail aussi là, au niveau du Bloc québécois de Rivière-des-Mille-Îles dans les prochaines semaines. Merci. Oui, et d'ailleurs, j'aimerais peut-être terminer en invitant les gens à participer aux instances, à siéger sur des comités exécutifs, parce que j'entends beaucoup de gens qui parlent en mal du Parti québécois, du Bloc québécois, mais je les vois très peu dans les instances, je les vois très peu amener des propositions dans les congrès. Alors, ce serait bien que les bottines suivent les babines, parce que c'est beau chialer, c'est beau être insatisfait de ce qui est en place, mais quand on n'y participe pas, on fait un peu gérant d'estrade. Alors, j'invite les gens là à revenir militer activement, mais pas seulement militer pour faire du financement, militer au niveau de la mise en place de nos programmes politiques et aussi des actions qu'on peut mener dans les différents comtés au Québec. C'est dit.
On peut pas dire mieux que ça. J'espère que vous allez revenir, Félix Pinel. On va recommencer une autre série d'émissions à l'automne. Et puis, j'aimerais bien être capable de vous inviter. Ben, ça me fera grand plaisir, Madame Lebel. D'accord. Je vous souhaite une belle fin de journée. À vous aussi. À la prochaine. Au revoir. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cette entrevue avec Félix Pinel. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.